Oui, bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Le- euh, Nous abordons le sujet de l'eau et santé à travers le titre Quelle mobilisation des acteurs sur les territoires. Lors du webinaire du 3 novembre dernier, nous avons bien mesuré que lorsqu'on parlait d'eau, l'enjeu santé commençait à pénétrer les esprits. Et les intervenants ont tous souligné que la qualité de l'eau au robinet était une réelle préoccupation. La question du goût, de la perception de la qualité de l'eau par le grand public a été aussi abordée, mais aussi le travail de fond sur la ressource elle-même avec la nécessité d'implanter des cultures bas intrants, de protéger les captages prioritaires. Aujourd'hui, avec nos quatre intervenants que je salue et que je remercie d'avoir accepté notre invitation, avec un salut plus personnel que Daniel Mamès pourra transmettre au président Paul Raoult de Noréade, avec qui nous partageons de nombreuses convictions sur le sujet de l'eau et comme lui, je suis natif du Nord. Donc, avec nos intervenants du jour, nous allons d'une part approfondir les points de convergence entre eau et santé, et d'autre part voir comment participer au renforcement des coopérations entre les acteurs en impliquant plus les professionnels de la santé. Le Centre d'information sur l'eau que dirige Madame Marie-Lise Massé a publié récemment son baromètre annuel sur l'eau. Pour l'heure, et même si l'Union européenne a mis la France en demeure de respecter la limite en nitrate de son eau, rien n'ébranle la confiance des Français en la qualité de leur service d'eau. Il y a 85% de confiance dans l'eau du robinet. Il est vrai que 99,3% des Français n'ont connu, selon les analyses, aucune non-conformité dans l'année. Le problème posé par les nitrates, en tant que dérivé de l'azote, est donc très probablement limité à la fois dans le temps, sur de courtes périodes, ou dans l'espace, selon certaines aires géographiques. Cependant, des incertitudes subsistent sur le nombre et l'ampleur des analyses. D'une part, on ne trouve que les polluants que l'on cherche. D'autre part, le choix des molécules à analyser peut être différent d'un département à l'autre. Mais pour l'heure, ni ces incertitudes, ni la crise sanitaire n'ont abaissé la perte de confiance dans la qualité de l'eau potable. Le Centre d'information sur l'eau nous apprend aussi que les Français sont des buveurs mixtes. En effet, 73% déclarent boire à la fois de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille. La conscience du caractère polluant de la bouteille plastique progressant, 13% des sondés refusent strictement l'eau en bouteille et 66% motivent ce refus par l'écologie ou par le coût. Mais le rôle de ce webinaire ne sera évidemment pas de rentrer dans une opposition entre ces deux eaux à boire. L'une et l'autre sont portées par des entreprises ou des collectivités qui produisent une eau toujours plus conforme à la réglementation et à ses évolutions successives. Pour l'eau du robinet, après la chloration, dont nous avons vu lors du premier webinaire qu'elle avait pour but de traiter l'eau pendant son transfert, son transport dans les tuyaux, interviennent d'autres procédés de traitement, clarification, flocculation, traitement sur charbon actif, affinage par micro et ultrafiltration. Pour l'eau en bouteille, l'eau de source et l'eau minérale affichent des caractères différents et les embouteilleurs veillent sur leurs impluviums. Nous tenterons aujourd'hui de participer à une meilleure connaissance du cycle de l'eau par le public. C'est la directive européenne de 1998 sur l'eau potable qui exige de mettre en œuvre les moyens des contrôles et le suivi des résultats. C'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, mais aussi de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui s'y colle en France en déterminant les paramètres ou familles de paramètres faisant l'objet des contrôles. De son côté, la directive cadre sur l'eau fixe les seuils de pollution à ne pas dépasser, mais concerne principalement les écosystèmes des eaux douces et non la consommation humaine, et donne l'ambition d'un retour au bon état des masses d'eau. Donc, deux voies de réglementation différentes, et ce depuis les années 2000, une amélioration des techniques de dosage et de recherche en chimie analytique. Mais encore beaucoup à faire sur la connaissance des pesticides, de leur dosage, sur la connaissance des métabolites et leur transfert dans les sols et dans les nappes. En résumé, la principale préoccupation est le risque pour le consommateur en termes d'exposition aux polluants du fait de leur concentration. Pour cela, il est nécessaire de déterminer si la molécule est mobile dans les nappes d'eau, si elle est persistante et toxique pour les organismes. Car c'est bien l'accumulation de polluants dans l'eau qui a des impacts sur la santé.
les perturbateurs endocriniens, le bisphénol, les troubles métaboliques sont entrés dans le langage commun. Dit autrement, nos modes de vie impactent la qualité de l'eau et les pratiques de santé doivent aller vers plus d'éco-responsabilisation. La question qui se pose pour les scientifiques est donc le risque réel pour chacune de ces molécules. Et donc le risque réel que pose chacune de ces molécules, médicamenteuses ou antibiotiques. Il est nécessaire de bénéficier d'une expertise scientifique pour connaître chaque molécule, comment elle se dégrade, sa toxicité potentielle pour les milieux aquatiques et pour l'homme. C'est dire que le besoin de recherche est là, d'autant que la multiplication des substances chimiques rejetées dans l'environnement rend complexe l'état des lieux des molécules dangereuses, d'étudier en détail l'effet cocktail et de mesurer toutes les conséquences sur la santé de l'homme et sur l'environnement. Mais l'avenir de l'eau potable est aussi dépendant des conséquences du changement climatique. La baisse quantitative de la ressource en eau entraînera aussi une baisse de la dilution des molécules et un risque d'augmentation de pollution issue des sédiments, sous l'effet à la fois des sécheresses ou des crues plus importantes. Deux illustrations. L'augmentation de la température de l'eau s'accompagne d'une baisse d'oxygène dans l'eau et d'un accroissement de la prolifération d'algues ou de micro-organismes, et donc d'un changement de la nature de la matière organique et la difficulté de son élimination lors de la production d'eau potable. Deuxième exemple, la libération de pesticides par les sédiments avec en parallèle le développement de molécules filles appelées métabolites. Dans ce contexte, le service public universel de l'eau potable, rappelons qu'il y a 1 million de kilomètres de canalisation en France, est confronté à l'enjeu du renouvellement de son patrimoine et à celui de l'adaptation. Les assises de l'eau ont abordé ces sujets dans leurs deux phases, phase 1 du petit cycle de l'eau au premier semestre 2018 et phase 2 du grand cycle au premier semestre. De mon point de vue, au premier semestre 2019, pardon. De mon point de vue, la détermination de l'usage prioritaire ou non prioritaire de l'eau potabilisée est posée et un changement profond est nécessaire de nos représentations d'une eau abondante et de nos usages. Sur 120 litres d'eau consommée en moyenne par jour, 1% seulement est bu et 20 à 25% de ces usages ont réellement besoin d'eau potable. Je terminerai par la question de la réutilisation des eaux usées traitées. Leur utilisation est très largement encadrée en France et un règlement européen est en cours d'élaboration. Différents dangers sont évoqués, risques sanitaires bien sûr, aussi l'étiage des rivières menacées, ainsi que les zones humides, les risques de contamination dans les bâtiments à double réseau, auxquels il faut rajouter les résistances psychologiques à la réhute. L'État a donc décidé d'avancer plus vite sur cette réhute dans le cadre des assises de l'eau. Les choses avancent par la pratique sur le terrain. Je cite l'arrosage des golfs. Le Comité national de l'eau, dans sa séance du 10 décembre de la semaine dernière, a été informé du projet de décret relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L211-1 du Code de l'environnement. Je pourrai éventuellement y revenir dans la deuxième partie de notre webinaire. Je vous remercie de votre attention et remercie particulièrement tous les intervenants à cette session. Bien, bonjour. J'espère que le son de Franck est bien revenu. Est-ce que le son, vous m'entendez bien? Là, oui. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des personnalités de la question de l'eau et des collectivités locales. Alors, nous aurons tout d'abord le plaisir d'écouter M. Patrick Chassagne, qui est chercheur et qui dirige un laboratoire de recherche à Montpellier, qui posera le décor, je dirais, en termes scientifiques dans une approche 360 degrés des questions d'eau et de santé. Nous l'écouterons pendant 5 minutes, ainsi que Madame Danielle Mametz, qui est élue, qui est tout d'abord vice-présidente du syndicat Noréade, qui est un des plus grands syndicats des eaux, voire le plus grand syndicat des eaux en France, et qui est élue d'une petite ville dans le nord de la France, qui nous fera part des questions qui sont abordées par son syndicat. Emmanuel Ferrand, maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui est très actif sur les questions de l'eau, puisqu'il a porté une innovation majeure sur le traitement de l'eau et de l'assainissement de l'eau au regard des phénomènes d'urbanisation et du vieillissement de la population. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure, évidemment. Et puis enfin, M. Jérôme Bortoli, qui est directeur général de Vendéo et qui nous abordera la question du reuse. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes bien évidemment
engagés à intervenir, à poser des questions. Nous allons avoir une première table ronde où nos intervenants parleront des constats et des problématiques qui leur semblent importantes. Je vous donnerai la parole ensuite pendant une petite séquence de 15 minutes. Nous ferons en sorte, si vous le souhaitez, que vous puissiez intervenir à l'oral, c'est possible, voire en vidéo, hein, ça sera possible également. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Voilà, donc merci par avance. Et puis ensuite, après cette petite séquence de questions-réponses, nous passerons à une vision plus prospective et je redemanderai à chacun des intervenants pendant 3 minutes de donner quelques éléments, soit de rebond sur la table ronde précédente, soit de donner quelques éléments prospectifs. Et enfin, nous terminerons ce webinaire qui s'achèvera à 19h30 précisément par un petit mot de la fin de nos intervenants. Voilà, merci. Bon, bonsoir à tous et merci de m'avoir convié à cette manifestation, à ce webinaire. En quelques mots, je suis le directeur d'une unité mixte de recherche, donc qui associe l'IRD, l'Université de Montpellier, le CNRS et bientôt l'École des Mines d'Alès, et qui travaille sur tout ce qui tourne autour de la ressource en eau, des aspects quantitatifs et qualitatifs, avec un focus sur les régions méditerranéennes et tropicales. Aujourd'hui, donc comme l'a souligné Jean Launay tout à l'heure, j'ai pour mission dans cette petite introduction de rappeler quelques éléments clés sur le cycle de l'eau et de l'intégration entre le grand et le petit cycle de l'eau. Donc pour rappeler le contexte naturel du cycle de l'eau, qui est bien entendu alimenté par les précipitations, n'oublions pas que la partie qui est réévaporée par la végétation vers l'atmosphère fait en général sur notre territoire plus de 50% des précipitations, puis qu'une partie, suite aux pluies, va s'écouler rapidement dans les cours d'eau, ce qu'on appelle du ruissellement, et enfin, une partie qui est peut-être un peu moins visible et un peu moins abordable va recharger les nappes d'eau souterraines, et ce qui est sans doute moins connu, c'est que ces eaux qui rechargent les nappes d'eau souterraines, elles n'y restent pas, elles y circulent, et elles vont ressortir et alimenter les rivières ou les sources. Et notamment en période d'été, quand il n'a pas plu depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, l'essentiel de l'eau qu'on trouve dans les rivières, en fait, ce sont des eaux souterraines qui sont réémergées dans ces rivières. Et tout ce cycle de l'eau, il est alimenté par l'énergie solaire, puisque c'est le soleil qui permet l'évapotranspiration et d'amener l'eau en altitude qui ensuite va s'écouler, qu'elle soit de surface ou souterraine, sous l'effet de son propre poids. Alors, on peut aborder l'eau sous l'angle de ses fonctionnalités. L'eau, c'est tout d'abord une ressource, et j'ai représenté ici un petit moulin qui peut montrer l'énergie qu'on en tire, l'énergie hydraulique. Mais comme cela a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi une alimentation, une ressource pour l'alimentation en eau potable, mais aussi l'agriculture, que ce soit l'agriculture ou l'élevage, les industries, donc les activités économiques. Que ce soit donc par des eaux de surface ou par des eaux souterraines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture, aussi bien au niveau national qu'au plan mondial, est la première utilisatrice de la ressource en eau, et qu'en France, par exemple, 60% de l'eau potable provient des eaux souterraines. L'eau, on peut l'envisager aussi sous la forme d'un milieu de vie. Ce sont des écosystèmes dans lesquels il y a de la vie. Les cours d'eau, les zones humides, les lacs, etc. Et les eaux souterraines ont aussi de la vie en leur sein. L'eau, c'est aussi un facteur de risque. Et là, j'ai représenté le risque inondation que vous connaissez tous très bien. Mais on peut aussi citer les mouvements de terrain, les glissements de terrain qui sont essentiellement liés à des problèmes d'eau. Enfin, l'eau, c'est aussi le principal vecteur des transferts de polluants. Intuitivement, on pense que tout passe par l'atmosphère, mais non, tout se retrouve un jour ou l'autre dans les eaux, haute surface ou eaux souterraines, et c'est là qu'on retrouve la plupart des polluants, comme Jean Launay l'a évoqué tout à l'heure. Enfin, l'eau a une fonction symbolique en termes de paysage, d'activités récréatives, etc. Donc, en résumé, un point clé, c'est que l'eau, ça se gère à l'échelle locale, au niveau du bassin versant ou du territoire qui lui est associé. On pourra en débattre si vous le souhaitez. Point suivant, comme j'ai essayé de le montrer, l'ensemble du cycle de l'eau, haute surface ou souterraine, c'est unique. Il y a des interactions très très fortes et on ne peut pas traiter l'un ou l'autre indépendamment.
Et de fait, au final, l'eau peut se retrouver au carrefour des politiques sectorielles, alimentation en eau potable, agriculture, industrie, énergie, risque, environnement, tourisme, santé. Et donc, on voit que l'on a une très forte intrication des grands et petits cycles de l'eau. Et donc, je dirais, l'eau peut donc apparaître, comment dirais-je, comme un des éléments clés de fédération des différentes politiques à l'échelle d'un territoire. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Jean Launay. Je commencerai mes propos par reprendre une phrase de Jean Launay, on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est très très vrai, ça s'applique parfaitement à ce que nous avons vécu à Saint-Pourçain. Alors je me présente assez rapidement, maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, une commune de 5000 habitants dans l'Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. On y boit de l'eau, mais on y fait du vin aussi. Et puis, je suis conseiller régional, je fais partie du comité de bassin Loire-Bretagne, je suis vice-président du syndicat d'eau, je suis agriculteur irriguant, autant dire un certain nombre de choses qui font que l'eau, depuis mon plus jeune âge, je connais. Et nous avons dû refaire notre station d'épuration, comme beaucoup de communes en France, pour se mettre aux normes, notamment au niveau nitrate et phosphore. Et étant agriculteur avec, disons, des contrats auprès de partenaires agroalimentaires, ces partenaires m'ont demandé de faire des certificats, de produire des produits sans bout de station d'épuration. Donc, étant élu de ma commune, je me voyais mal aller voir mes collègues agriculteurs en leur demandant de prendre les bouts de station d'épuration que moi, je n'aurais pas accepté sur ma propre exploitation. L'ironie du sort étant que la station d'épuration a été construite à Saint-Pourçain sur des terrains appartenant à ma famille en 1975 et que tout autour sont des terrains qui m'appartiennent et que je cultive. Donc, j'avais un problème de conscience vis-à-vis de mes collègues. Outre ça, je m'intéresse donc à ce problème de l'eau et les micropolluants sont quelque chose qui m'a toujours un peu frappé parce qu'on a très souvent, et on continue à le faire parfois, stigmatiser le monde agricole comme pollueur, mais on ne s'est jamais trop attaché à voir les autres sources de pollution. Et il se trouve qu'à Saint-Pourçain-sur-Sioule, nous avons une charge polluante qui vient à la station d'épuration qui est très forte en produits médicamenteux parce que la commune supporte des établissements hospitaliers plus qu'une norme normale sur une commune de 5000 habitants. Nous avons des établissements, des EHPAD évidemment, mais nous avons aussi beaucoup d'établissements hospitaliers qui traitent les handicaps à différents niveaux. Et donc, quand nous avons commencé à réfléchir sur cette station d'épuration et sa rénovation pour le nitrate et le phosphore, nous avons essayé de discuter pour voir s'il n'était pas possible de traiter en même temps les micropolluants sensibles à cette problématique. Donc immédiatement, j'ai engagé la discussion avec le monde médical de Saint-Pourçain et particulièrement les médecins et les pharmaciens pour leur demander, en gros, qu'est-ce qu'ils prescrivaient le plus dans ces établissements et auprès de la population. Et donc, pour retomber sur la phrase de Jean Launay, on ne trouve que ce qu'on cherche, j'ai engagé immédiatement une campagne de recherche des molécules qui sont le plus prescrites. Et évidemment, on a trouvé énormément de choses qui arrivaient dans l'eau au traitement de la station d'épuration. Et on a fait, bien sûr, des analyses avant le traitement et après le traitement. Et on s'est aperçu qu'on a trouvé énormément de choses qui n'étaient pas détruites par la station d'épuration. Je ne vous en ferai pas la liste. Il y a 133 molécules qui sont aujourd'hui mises, que les services de santé mettent en avant. Mais nous, on s'est restreint sur une vingtaine ou une trentaine de molécules. Au passage, on a trouvé aussi beaucoup de glyphosate et les métabolites du glyphosate, l'AMPA, etc., qui viennent des réseaux d'assainissement et donc, pour le coup, qui ne provenaient pas des agriculteurs. Bon, on a trouvé un certain nombre de molécules et on s'est aperçu que ces molécules étaient en quantité très importante et rejetées dans le milieu naturel de manière très importante. L'exutoire de la station d'épuration est la rivière qui porte le nom de la ville, la Sioule. Et cette rivière a beaucoup d'eau l'hiver et en a très peu l'été, comme beaucoup de rivières en France, c'est ce qu'on appelle l'étiage. Et on s'est aperçu aussi que le pouvoir de dilution de la Sioule était très faible en été et qu'en même temps, la consommation d'eau des Saint-Pourçinois étant très faible, on avait une concentration très forte en micropolluants.
Donc, on a fait faire quelques études par des différents constructeurs. On s'est mis en relation avec des universités suisses, puisque, en gros, en France, on n'a absolument rien sur le traitement du micropolluant, hormis à Montpellier, où il y a une station d'épuration expérimentale qui fonctionne. Donc, on s'est mis en rapport avec cette expérimentation portée par IRSTEA à l'époque, qui est devenue INRAE aujourd'hui. On a discuté avec eux. Et puis, la station d'épuration était chiffrée à 3 millions d'euros. On a décidé de franchir le pas et de mettre ce qu'on appelle un traitement tertiaire qui nous a coûté 700 000 euros. On va dire qu'à l'échelle de la station d'épuration, c'était acceptable. Et surtout, on a souhaité anticiper parce qu'on voyait bien que les normes en manière de traitement de micropolluants allaient s'accentuer avec les années. Je pense que ça va continuer. Et donc, de l'inclure à la station d'épuration lors de sa refonte et restructuration nous permet, je pense encore, d'économiser sur les années à venir. Bon, c'est un traitement à l'ozone, hein, tout simplement, l'ozone inversé, plus passage sur des charbons actifs pour retraiter l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de sortir de l'eau de notre station d'épuration, d'une eau de niveau potable, traitée de tout micropolluant, évidemment l'azote et le phosphore. Et aujourd'hui, on a une eau qui est parfaitement claire. Et pour aller jusqu'au bout, pour que les bouts de stations d'épuration ne viennent pas en épandage agricole, nous incinérons les bouts de stations d'épuration dans une usine qui est à 5 km, une usine d'ordures ménagères, enfin d'élimination d'ordures ménagères qui est à 5 km, dont la commune fait partie au travers d'un SICTOM. Cette société, enfin la société qui traite, qui est Lucan, une filiale de Veolia, avait un problème en même temps d'avoir des ordures qui étaient qui brûlaient trop bien et donc qui avait besoin de mettre un peu d'eau sur ces ordures pour éviter les explosions en tout genre et de brûler trop vite. Et donc, ça a été une opportunité en même temps d'apporter les bouts de station d'épuration. Et donc, aujourd'hui, voilà, la fin de l'affaire, c'est que depuis maintenant 2011-2012, nous traitons l'eau de manière complètement, enfin l'eau qui ressort est complètement pure et les bouts de station d'épuration sont éliminés en incinérateur. Donc le rejet pour la commune de Saint-Pourçain, c'est zéro dans le milieu naturel de l'activité humaine. Nous sommes complètement clean à ce niveau-là. Voilà, c'était l'expérience qu'on m'a demandé de vous décrire aujourd'hui. Et le coût de l'eau n'est pas tellement plus cher pour les Saint-Pourcinois. On reste dans une moyenne haute régionale, mais basse au niveau national, et ce qui permet donc d'avoir anticipé sur un certain nombre d'années, outre le fait qu'évidemment, on a dimensionner notre station d'épuration à 9 999 habitants, donc pile la barre des 10 000 habitants, parce que nous avons aussi des entreprises sur 5%. On a les ateliers Vuitton, c'est 1000 emplois. Et évidemment, quand les 1000 emplois vont à la pause faire pipi, c'est une capacité importante par à-coup sur la station d'épuration. Donc, on l'a dimensionné aussi pour permettre une éventualité d'agrandissement des zones économiques et des zones urbanisées. Voilà. Je suis donc Danielle Malmé, vous l'avez dit. Donc, je suis depuis une dizaine d'années vice-présidente de Noréade, un grand syndicat d'eau et d'assainissement qui dans le nord de la France et qui travaille en régie. Donc là, ce soir, je vous présente les opérations de reconquête de la qualité de l'eau, les ORQ, qui ont pour but de préserver la ressource en eau contre les pollutions diffuses, sachant que, en ce qui nous concerne, nous puisons l'eau uniquement en eau souterraine. Nous ne prélevons pas d'eau de surface. L'idée, c'était de travailler en amont avec tout le monde pour améliorer la qualité vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires avec l'ensemble des acteurs du territoire et des particuliers, des domestiques. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, vous voyez le territoire et le patrimoine de Noréade, 700 communes qui adhèrent soit en eau, soit en assainissement, soit pour les deux compétences, sachant que nous avons aussi comme autre compétence la gestion des eaux pluviales urbaines, la défense extérieure contre l'incendie, et ce qu'on ne voit pas sur la slide ici, c'est aussi le contrôle de l'assainissement non collectif, qui d'ailleurs est important dans les ORQ, notamment
sur le territoire du sud avesnois, où on a un habitat extrêmement dispersé et où il y a encore beaucoup de zones en assainissement non collectif. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons 258 ouvrages de production d'eau potable, des unités de traitement de l'eau et les ouvrages de stockage. Bon, là, ils sont 289. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 300. Et puis, un peu plus de 10 km de linéaire de réseau, de canalisation. On peut passer à la slide suivante. Donc, la principale stratégie de Noréade dans les années, depuis 20 ans, c'était de travailler sur la sécurisation de l'alimentation en eau potable et en reliant les principaux champs captants. Il faut savoir qu'au nord du département, du nord, donc dans les Flandres, eh bien, il n'y a pas du tout de ressources en eau potable. On va la chercher, vous le voyez sur la carte, à l'ouest, dans le Pas-de-Calais, au niveau des forages de Blandec, et il y a environ 50 km pour rejoindre les territoires de Flandre. Et on a donc interconnecté toute notre alimentation, donc de la Belgique jusqu'au sud avesnois. Ça fait plus de 200 km, une canalisation de 600 ou 700 qui traverse le département. Et là, on travaille encore à affiner ce maillage de sécurisation de l'alimentation en eau potable. Voilà, on sait les problèmes actuels avec le changement climatique et les périodes de sécheresse qui sont très inégales selon les secteurs. On peut passer à la slide suivante. Donc, cette interconnexion, elle a coûté un petit peu plus de 200 millions d'euros. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est sur les opérations de reconquête de la qualité des eaux. Donc, c'est pour nous un véritable outil de protection de la ressource en eau. Un petit focus sur la législation. Donc, au niveau européen, eh bien, c'est inscrit dans la directive cadre sur l'eau. Au niveau national, il y a eu la loi sur l'eau, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la LEMA de 2006, les lois Grenelle 2009 et la conférence environnementale de 2013. Et au niveau du bassin Artois-Picardie, donc nous menons depuis plus de 15 ans les opérations de reconquête de la qualité de l'eau qu'on appelle les ORC. Il y a plusieurs phases. La première phase, c'est on a délimité les aires d'alimentation de captage. Dans la deuxième phase, on a travaillé sur les diagnostics territoriaux multipression. Et puis, troisième phase, un programme d'action qu'on a mené avec différents acteurs. Et on a travaillé sur les zones à enjeu eau potable, que ce soit en zone agricole ou non agricole. Donc, le principe de l'ORC, c'est de travailler évidemment sur un territoire pertinent. Là, on est à l'échelle de l'aire d'alimentation de captage. On a priorisé les secteurs en fonction de la vulnérabilité des nappes. Et puis, on a travaillé aussi sur une approche globale du territoire, donc en associant l'ensemble des acteurs qui sont sources potentielles de pollution. Donc, vous voyez, les agriculteurs n'arrivent pas forcément en premier. Souvent, ils sont stigmatisés dans ces débats sur l'eau. Mais nous, on estime que c'est l'ensemble des consommateurs et l'ensemble des rejeteurs dans le milieu qui ont à être sensibilisés à la protection de la ressource et à pouvoir changer leur comportement. Vous avez aussi bien les collectivités, donc ça peut être les communes, dans la gestion par exemple des cimetières, ça peut être le département, ça peut être les comités de communes, les zones d'activité économique, etc. Ça peut être les industriels et artisans, les agriculteurs, les particuliers, mais aussi VNF, et puis la SNCF également. Donc, l'idée, c'était de mettre en place des actions de prévention contre ces pollutions. On peut passer à la slide suivante. Noréade, là. Vous m'entendez? Voilà. Donc, Noréade porte 4 ORC en direct et est associé à 2 partenariats. Ça correspond à 117 communes et 25% des volumes d'eau prélevés.
Donc, vous avez là sur la carte la localisation des différentes orques. Donc, il y a des orques qui sont, sur lesquelles on travaille en association avec les parcs naturels régionaux, notamment dans l'Avesnois et sur l'Escaut, l'escarpe Escaut. Et ensuite, voilà, on est sur les orques directement portés par Noréade. La slide suivante. Voilà. Alors, je sais pas. Vous voyez l'autre slide? Voilà. C'est bon. Donc, quelles sont les actions en agriculture? D'abord, c'est l'approche gagnant-gagnant. Et d'abord, c'est un dialogue qui s'instaure entre les acteurs, donc que ce soit les agriculteurs ou nous, les distributeurs d'eau, les producteurs d'eau. C'est de se dire, voilà, on a tous les deux des problématiques et qu'on doit résoudre, et comment on les résout ensemble et pas en compétition ou l'un contre l'autre. Donc, il y a vraiment d'abord un dialogue. Ensuite, on établit un plan d'action. Et la première des choses, c'est de pouvoir accompagner gratuitement, anonymement et sur la base du volontariat les agriculteurs vers des changements de pratiques afin d'arriver à notre objectif de protéger la ressource en eau et donc limiter les intrants. Comment on fait? Eh bien, vous voyez, donc on commence par un diagnostic agricole qui va jusqu'au parcellaire. On est aussi sur un accompagnement d'optimisation de la fertilisation azotée, alors avec l'aide d'un drone, par exemple, où on peut voir tout de suite si la fertilisation est bonne ou pas, selon la couleur. Et ensuite, voilà, vous avez les détails. On peut aller jusqu'à démonstration de matériel et les portes ouvertes à la ferme. On est sur les accompagnements, sur les techniques alternatives, sur les dispositifs d'aide financière aussi, les MAEC, les PCEA. Et aussi, vous avez les outils de simulation, les suivis annuels d'exploitation, les analyses d'effluents, les analyses de reliquats azotés au sortir de l'hiver, les analyses de sol, et on produit aussi des cartes. Donc tout ça, ça permet d'avoir un plan d'action pour avoir des leviers pour lutter contre la pollution. Donc ensuite, on a des outils. Alors tout ça, c'est fait, c'est complètement gratuit, hein, c'est important de le dire pour les agriculteurs. Alors vous avez en photo là, la vache éminence, et c'était l'égérie du Salon de l'agriculture en 2019, et en fait, elle est sur une exploitation qui est sur une aire d'alimentation de captage et dont les propriétaires sont passés en bio dans le cadre de l'accompagnement ORC. Ensuite, vous avez en zone agricole la même démarche. Donc pour les collectivités, on les accompagne aussi sur la gestion des espaces communaux. Alors on sait très bien que les cimetières, là vous allez un peu vite. Revenir juste la slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà, sur les collectivités. Donc, notamment le zéro phyto dans le cimetière, c'est pas évident. Donc là, la même chose, même démarche. Donc, on écoute les élus, mais aussi les techniciens, et avec l'aide de l'agence de l'eau, on peut aussi les amener à acheter du matériel. Donc, on leur fait des démonstrations de matériel qui permet d'utiliser des techniques alternatives. Et ces matériels peuvent être financés par l'agence de l'eau. On établit avec eux des plans de désherbage communaux. On fait un suivi aussi annuel. Il y a des plans de gestion différenciés. On essaye de les aider à obtenir des labels. On organise aussi, on fait aussi la promotion de leur démarche par la visite de site ou des organisations d'événements. Et la même chose, voilà, on leur produit des documents, les cartes de transfert. Et aussi, on signe avec eux une charte d'entretien des espaces.
de manière à contractualiser les engagements de part et d'autre. Voilà, on peut passer à l'autre slide. Allez-y, non? Vous pouvez passer à l'autre slide, s'il vous plaît? Ça passe pas. Non. Madame Mamet, c'est très dense. Si vous pouviez. Oui, alors on peut passer. Est-ce que les autres participants voient bien Voilà, c'est bon. Là, bon je ne vois pas Dites-moi, madame. Ah, je ne vous entends pas. Vous avez des Voilà, problèmes. C'est bon. Voilà, c'est bon là. Voilà. C'est bon. Donc là, vous voyez aussi qu'on n'est pas juste avec les collectivités des agriculteurs, il y a aussi sur tout ce qui est notre secteur d'activité, on est aussi sur aussi bien nous que les industriels, on suit les ICPE bien entendu, mais aussi donc on a développé les créations de STEP. On priorise nos stations d'épuration sur ces zones-là, avec donc des contrôles aussi des installations en ANC, hein, et puis les contrôles aussi des raccordements. Donc vous avez aussi sur la droite toutes les manifestations auxquelles on participe. On fait la promotion de ces orques. On va passer la slide suivante tout de suite. Vous avez des cartes normalement. C'est bon, nous les avons. Donc, voilà, vous avez les cartes. En fait, on s'appuie aussi sur nos fonctions support, hein, notamment sur le SIG, etc., pour pouvoir aussi donner des cartes. Alors, vous avez des cartes sur les zones à enjeu, sur la vulnérabilité et voilà, sur comment on priorise les actions sur le territoire en fonction des analyses qui ont été faites. On peut passer à la slide suivante. Donc, voilà, pour avoir des résultats, il faut s'en donner les moyens. Donc, on a investi un peu plus de 3 millions d'euros depuis 2010. On a commencé en 2006, en réalité, à mener des orques. Mais depuis 2010, ça s'est intensifié. Donc, on a des aides financières de l'Agence de l'eau pour le poste d'animation, pour les diagnostics agricoles, à 70%. 30%, c'est Noréade qui prend en charge. Ensuite, tout ce qui est campagne d'analyse, c'est financé complètement par Noréade. Et comme je vous le disais, on met aussi à disposition tous nos services support, que ce soit communication, cartographie, SIG, etc. Et il y a aussi vraiment beaucoup de disponibilité de nos permanents pour répondre aux questions, se déplacer, organiser des réunions, que ce soit pour des rendez-vous individuels ou collectifs. On a donc 191 exploitations agricoles qui sont diagnostiquées et suivies annuellement. Il y a 100% d'adhésion de ces exploitations agricoles. Ça correspond à 60 à 85% de la surface agricole utile dans les secteurs prioritaires. Et dans le parc naturel de l'Avesnois, on est à 12% de la surface agricole utile qui est passée en bio. Sur les zones non agricoles, on a quand même 100% des communes qui sont diagnostiquées et 100% de signatures de chartes d'entretien et 100% des dessertes en réseau d'assainissement collectif réalisées. Et les STEP également. Donc là, c'est un résultat qui est quand même intéressant puisque l'important pour les aires d'alimentation captage, c'est que l'ensemble du périmètre soit couvert. On peut passer à la slide suivante. Je pense que, voilà. Il y a une autre slide, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Voilà. Oui, oui. Donc, pour faire le lien avec la santé, eh bien, le fait de mener des opérations de reconquête de la qualité des eaux, et bien évidemment, vous voyez, ça agit sur la santé des hommes, ça agit sur la santé des animaux et ça agit sur l'environnement. Et donc, nous
voilà, voilà, vous avez l'autre slide juste avant. Voilà. Donc, on est bien sur un triptyque et vous voyez, on peut, voilà, moi je peux passer à la slide suivante. Je ne vois pas tout, alors en fait, je suis un peu embêtée. Voilà. Donc, vous voyez sur les différents labels qui sont, que l'on cherche à obtenir pour préserver les ressources en eau et notre santé. Et donc, vous avez, voilà, le panel des logos qui représentent ces labels. Voilà, on peut terminer, je crois, c'est bon. Voilà, merci. Alors, du coup, cette présentation, dans la première partie, je pensais vous présenter donc la présentation des problématiques auxquelles fait face Vendéo, et en particulier bien lier les aspects qualité et sécurisation de la production en eau potable, introduire le sujet de la réhute et puis rentrer un peu dans le vif du sujet puisque c'est vraiment un sujet de demain et de prospective. Donc, sur la diapo suivante. Donc, j'introduis le problème de la qualité par la quantité, hein, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Effectivement, la Vendée, c'est pas forcément évident, est un territoire sur lequel on a de fortes pressions sur les ressources en eau. Cette petite carte, enfin, ou cette petite représentation le montre, c'est la cartographie d'un index qui s'appelle de stress hydrique, hein, qui est fait par une université, enfin un groupe californien, de travail sur l'évaluation de l'empreinte de l'eau en tenant compte du cycle de vie. Et on a toute la carte du monde qui est cartographiée, là ça date de 2016. Et sur cette cartographie, on voit la zone européenne, qui est effectivement la France, qui est globalement peu rouge, mais en France, il y a des zones en forte tension, et ces zones, ce n'est pas simplement celles du bassin méditerranéen qu'on connaît, mais aussi un petit peu le Nord-Bretagne, et puis la zone de la Vendée. Et quand on zoome, on voit bien que la Vendée, le littoral rochelais est concerné. Et puis encore plus, quand on zoome encore sur la carte de la Vendée, nous, on retrouve exactement une situation qu'on connaît bien et qui est assez précise, où on a vraiment sur le territoire nord-ouest, hein, vous voyez les Sables d'Olonne, où on a des très fortes tensions liées à un bilan défavorable. Et ça, c'est la situation actuelle, hein. On a eu des sécheresses importantes en 2003 et 2005. Et en plus, si on se projette à travers le dernier gros programme de Explore 2070, qui essaye en fonction des scénarios de changement climatique, qui essaye de cartographier ou de modéliser l'augmentation prévisionnelle des prélèvements AEP et les bilans à l'horizon 2070. Mais encore, là, on voit que quels que soient les scénarios, et même dans le scénario le plus favorable en termes de changement climatique, on aura des problématiques. La France peut être verte. En Vendée, on sera toujours en difficulté parce qu'on a beaucoup de facteurs qui vont pour l'aggravation des problèmes, qui est que on ne dispose pas de ressources pérennes, hein. On est alimenté par des petites ressources côtières de type quasiment méditerranéenne. Et puis, on a un très fort développement touristique, un développement démographique, une forte industrie agroalimentaire, etc. Et tout ça concourt pour aggraver la pression sur les ressources hydriques. Donc, en quelques chiffres, Vendéo, c'est le syndicat d'eau, hein. Nous sommes la collectivité qui exerce la compétence sur la totalité du département de la Vendée. C'est assez unique pour être signalé en France, hein, même si on a des grands frères comme Noréade et puis les grands syndicats parisiens. On a 430 000 abonnés pour 660 000 habitants, et donc on distribue à peu près 50 millions de mètres cubes par an. Et c'est à peu près ce qu'on stocke dans nos barrages. Donc, ça veut dire que on est très dépendant des ressources stockées dans des barrages. Ces barrages, donc des ressources superficielles, hein, 90% de l'eau distribuée, c'est des ressources superficielles. Ce sont des petits barrages qui intersectent des petits cours d'eau côtiers, hein, qui font entre 3 et 5 millions de mètres cubes, et qui sont donc très liés à des pressions anthropologiques agricoles, des collectivités, etc. Et donc la qualité de cette eau est très dépendante de l'ensemble de l'occupation des sols.
Donc, on a aussi, vous parliez d'1 million de kilomètres de canalisation à l'échelle de la France, c'est 15 500 kilomètres de canalisation en Vendée, donc c'est presque 2 milliards, plus de 2,8 milliards d'actifs et donc 40 millions d'euros d'investissement par an. On assure la conduite d'opération de l'ensemble du renouvellement de tous ces ouvrages sur la Vendée. Donc, un territoire très complexe du point de vue de l'accès à l'eau et de sa sécurisation, et avec de plus en plus de problèmes de qualité. Alors les principaux problèmes de qualité qu'on connaît, ils sont évidemment ceux qui ont été recensés, donc je vais très vite, mais on les connaît tous, si vous voulez. Il y a les nitrates, effectivement, avec les pratiques agricoles, les pesticides qui viennent des collectivités, des particuliers ou du monde agricole, ça a été signalé. Le glyphosate, enfin, l'AMPA ne vient pas que du milieu agricole. Les matières organiques, on a avec des COT très importants, des problématiques phosphore, des phénomènes d'eutrophisation, et puis évidemment, tous les nouveaux polluants émergents qu'on peut imaginer provenant directement à partir des eaux usées ou des autres vecteurs. Alors, si je prends un exemple de programme ORC, mais chez nous, on ne les appelle pas ORC, ces programmes de reconquête de la qualité de l'eau. Donc, j'ai pris au hasard une des retenues Vendée de Vendée et regardez quelles sont l'atteinte des objectifs par rapport aux objectifs fixés par soit la réglementation, soit la réglementation, soit les sages qui se fixent aussi des objectifs. Et nous-mêmes, sur ces contrats de territoire, où on travaille en relation avec l'ensemble des acteurs de la qualité de l'eau, on se fixe aussi des objectifs. Et vous voyez que les objectifs sur ces retenues, sans être, alors tout en étant conforme à la réglementation sur les eaux brutes, on a des problèmes d'atteinte de ces objectifs parce que souvent, les sages ou les principaux acteurs du territoire voudraient se fixer des objectifs qui sont supérieurs à la réglementation. Par exemple, les sages souvent fixent des objectifs autour de 25 mg par litre, alors que la réglementation est à 50 mg par litre, et on peut être conforme à la réglementation sans être conforme aux objectifs de tous les acteurs de territoire. Sur les donc là, j'ai pris l'objectif nitrate et l'objectif pesticide parce que la plupart de ces captages prioritaires, de ces retenues prioritaires, sont contractualisés avec l'aide des agences de l'eau sur ces deux problématiques principales et avec des réglementations. Alors, par exemple, sur les pesticides, on en parle beaucoup. Tout le monde sait que la réglementation eau potable, c'est 0,1 microgramme par litre, pas 0,1 microgramme par litre ou 0,5 microgrammes par litre en pesticides totaux, je m'excuse, il n'y a pas le micro, alors que les sages aimeraient qu'on ait dans nos eaux brutes, on ait déjà des eaux qui respectent ces qualités qui sont demandées normalement aux eaux traitées. Donc évidemment, on se retrouve avec des problématiques de conformité. Et pour répondre donc à l'ensemble de ces problématiques, on a été obligé donc d'avoir des interconnexions importantes, donc d'adresser un problème de sécurité à travers tout un bouquet de solutions. Donc là, je mets simplement cette diapo pour illustrer la diversité des solutions, qui sont de travailler évidemment dans l'économie, dans les foyers, de travailler sur la performance des réseaux. Vendéo présente le meilleur rendement à l'échelle d'un département sur 15 000 km de réseau avec des ILP qui sont inférieurs à 1. Des transferts d'eau importants et rehausser des barrages, aller chercher des stockages d'anciennes ressources, des anciennes carrières de stockage d'eau brute. Donc, toutes les solutions auxquelles on peut penser qui sont aujourd'hui admises par la réglementation, avec des problématiques associées évidemment de temps de séjour, de transfert d'eau, des problématiques qui peuvent poser des problématiques de qualité. Et puis, on est allé aussi chercher des solutions non conventionnelles qui sont les solutions qui sont aujourd'hui hors réglementation. Le dessalement, qui n'est pas encore réglementé, les membranes ne sont pas autorisées en France, le dessalement d'eau de mer. Donc, on a fait des études et puis plutôt reporter ces solutions à des horizons futurs où le mix énergétique fera que le coût énergétique de ces solutions soit faisable. Et aussi la solution de réutilisation des eaux usées, sur lequel je vais revenir plutôt en deuxième partie. Donc, la réutilisation des eaux usées, c'est très, très intéressant parce que c'est une solution locale, c'est là où on consomme qu'on peut réutiliser. C'est une solution d'économie circulaire puisque on est sur des grandes stations côtières
où on rejette à la mer. Donc, c'est comment réutiliser, faire un recyclage indirect de ces eaux usées. Donc là, par exemple, la station du Petit Plessis au Sable d'Olonne, la grande station des Sables d'Olonne, pour réinjecter l'eau à l'amont d'un cours d'eau qui s'appelle le Jaunet, sur lequel il y a le principal barrage et la principale usine de traitement qui alimente le nord-ouest jusqu'à l'Île-Dieu, Noirmoutier, etc. Et donc, cette solution qui paraît répondre à tout point de vue, elle met les pieds dans le plat du problème de l'interaction eau et qualité de l'eau, puisqu'elle pose frontalement la question: avec quelle eau brute je vais fabriquer de l'eau potable? Il y a une réglementation, mais aujourd'hui, on a deux réglementations disjointes. Une réglementation qui régit les rejets des eaux usées dans l'environnement et qui est plutôt axée sur la préservation du milieu. Une réglementation sanitaire qui définit la qualité des eaux brutes avec lesquelles on va fabriquer de l'eau potable et les eaux potables, c'est-à-dire les eaux destinées à la consommation humaine. Et puis, on a aussi donc, il faut faire le lien entre ces réglementations environnementales, eau usée et puis eau potable. Et donc, ce projet qui est emblématique, qui est une première en France et en Europe de réutilisation indirecte pour l'eau potable, pose réellement la question à l'évolution de cette réglementation. Jean Launay, vous signalez qu'il y a une réflexion sur la réglementation européenne sur ce sujet, de savoir comment définir définir l'ensemble de ces paramètres, parce qu'on sait, vous l'avez dit, M. Ferrand, on sait que dans les stations d'épuration, évidemment, on capte l'ensemble des eaux résiduaires urbaines, et donc on va avoir tous les produits qu'on utilise à la maison, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, donc non seulement des problématiques de polluants émergents, de résidus médicamenteux, de perturbateurs endocriniens, mais aussi de résistance antibiotique, et de tous ces micropolluants. Voilà. Et donc, c'est ce projet, en étant une expérimentation avec des budgets très importants de recherche et développement, d'analyse du milieu initial, je vais revenir dessus, nous permet d'adresser frontalement ces questions avec un maximum de sécurité et de barrières. Voilà, donc une petite image avant de clore cette première séquence sur, de manière un petit peu imagée, une version raccourcie du petit cycle, si on veut, avec notamment donc, le Jaunet qui va à la station. Je ne pense pas que vous voyez mon curseur. À la station d'eau potable qui alimente les Sables d'Olonne, qui alimente la station d'épuration, qui normalement rejette à la mer et sur lequel on vient se brancher sur l'émissaire en mer pour une unité d'affinage avec des process qui sont en cours de définition et qui va ensuite rejeter à l'amont de ce cours d'eau. Voilà pour cette première partie, si vous le voulez bien, et je suis enchanté de répondre, participer aux questions-réponses. Bien, merci Monsieur Bortoli. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, des interventions très complémentaires. On peut arrêter de... Voilà, des interventions très complémentaires. Y a-t-il des questions dans... Monsieur Ferrand, qui nous a parlé tout à l'heure de l'adaptation de sa station d'épuration, Monsieur Bortoli, qu'on vient d'entendre, Monsieur Lachassagne sur cette vision 360 degrés des questions de l'eau et de la santé. Alors, il y a une question de la part de Christian Anastasie, que je connais bien, puisque nous travaillons ensemble. Et Christian est inspecteur général des affaires sociales, donc les questions de santé, il les connaît parfaitement. Il a été également directeur de l'Agence nationale de la performance des établissements hospitaliers. Et alors, Christian pose la question suivante. L'hôpital est un très gros consommateur d'eau, souvent le plus gros d'ailleurs sur un territoire, et un grand pollueur avec des risques infectieux, toxiques, radioactifs. Ne faut-il pas agir en aval sur le traitement des eaux, mais aussi en amont sur la réduction des gaspillages d'eau de l'ordre de 15% des consommations? C'est une estimation que j'avais partagée, je crois, avec Christian il y a quelques mois. Voilà. Alors, peut-être Monsieur Lachassagne ou Monsieur Bortoli en Vendée. Monsieur Bortoli, peut-être, dans un premier temps? Ouais, j'ai gardé le micro ouvert, donc je vous ai montré tout à l'heure un tout petit graphe sur lequel effectivement, je pense que c'est comme en énergie, si on veut être crédible sur
aller chercher de nouvelles ressources, il faut absolument travailler d'abord sur la maîtrise des consommations. Et la maîtrise des consommations, c'est la maîtrise des consommations sur nos réseaux. Il faut atteindre des rendements de l'ordre de 90% partout et tout le temps. Et puis, il faut aussi travailler sur la prévention. C'est vrai que sur des établissements importants comme les hôpitaux, alors nous on le fait sur tous les établissements publics, par exemple avec un programme qui s'appelle Chaque goutte compte, hein, qui est un peu l'équivalent des programmes de prévention de la qualité, mais sur le volet quantitatif. On en avait parlé avec Jean Launay à l'époque, des assises de l'eau. Ce programme Chaque goutte compte, on a un accompagnement où on va former et puis étudier à l'intérieur de chaque établissement public. L'établissement public étant un gisement, mais également un vecteur, un média de communication vers l'ensemble des particuliers pour labelliser ces établissements publics ou équivalents publics, hein, les écoles, les hôpitaux, pour aller chercher économiser l'eau. Économiser l'eau, c'est effectivement économiser derrière les pollutions associées. Voilà ce que je peux dire. Après, c'est vrai qu'on ne travaille pas, par contre, étant opérateur eau potable, on ne travaille pas à la prévention directe du traitement à l'aval direct de ces principaux, pour éviter que ces pollutions soient traitées localement plutôt qu'elles ne soient traitées sur les installations collectives. Donc ça ne dépend pas de nos périmètres, même si on peut travailler avec le PCI Les Sables d'Olonne sur ce sujet. Les gros hôpitaux, Monsieur Bortoli, les gros hôpitaux sont dotés de propres structures, parfois de traitement des eaux particulières. Bon, évidemment, les eaux qui sont porteuses d'isotopes, éventuellement, ça fait l'objet d'un traitement particulier dans le cadre d'un cycle autonome, me semble-t-il, enfin indépendant en tout cas. Oui. Non, tout à fait, hein, pour répondre à la question de Christian Anastasie. Oui. Alors, Nathalie, Rolf, Monsieur Lachassin, vous vouliez répondre également sur cette question, je vous en prie. Oui, c'était juste pour faire un petit éclairage sur l'aspect qualité lié aux hôpitaux, hein. Effectivement, il peut y avoir des traitements spécifiques, mais il peut y avoir aussi des fuites un petit peu parasites, c'est-à-dire que la plupart des eaux sont censées aller à la station d'épuration, mais dans des gros hôpitaux, il arrive qu'on a un petit peu des fuites. Et par exemple, pour donner un titre d'exemple, dans mon laboratoire, on travaille aussi sur les problématiques d'antibiorésistance liées aux hôpitaux. C'est-à-dire qu'on va étudier dans le milieu naturel qui entoure les hôpitaux les effets des médicaments utilisés à l'hôpital et des antibiorésistances qu'ils peuvent générer dans l'environnement et qui peuvent, le cas échéant, avoir des rétroactions vers la santé humaine. Voilà, bon, c'était juste pour donner un éclairage sur auquel on n'est pas très habitué. On en parle un petit peu, ne consommez pas trop d'antibiotiques, mais on peut avoir aussi ces effets-là liés à nos eaux usées. C'est très clair. Alors, une question qui s'adresse plus directement à Monsieur Emmanuel Ferrand, maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, de la part de Nathalie Rolf Pedersen. Je n'ai pas compris quel traitement spécifique était mis en place pour les traces de médicaments. Bon, vous les avez cités tout à l'heure, peut-être les répéter si Madame Rolf Pedersen ne les a pas entendus. Je voulais abonder de ce que disait M. Lachassagne. L'antibiorésistance, on peut la constater sur les hommes, mais on la constate sur les animaux. Nous, dans la rivière Sioule, on l'a très bien constaté sur les poissons, et on avait fait une petite étude sur les poissons, et on s'était rendu compte que les polluants allaient très facilement sur la faune piscicole. Pour répondre à Madame, nous, le traitement tertiaire de la station d'épuration est un traitement osmose inversée. C'est-à-dire qu'on traite l'eau qui sort à l'ozone. Pardon, c'est pas l'osmose inversée, c'est à l'ozone. On traite le traitement à l'ozone. Et l'eau qui, une fois qu'elle est passée traitée à l'ozone, on la fait passer sur des charbons actifs pour l'enlever des derniers résidus et médicamenteux et surtout d'ozone qu'on recycle dans la station d'épuration, ce qui fait que l'eau, ayant subi 3 traitements les uns derrière les autres, sort, comme je vous l'ai dit, au niveau d'eau potable directement dans le milieu naturel. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous citiez Jean Launay, je vais répéter cette phrase de Jean Launay, on ne trouve que ce qu'on cherche, hein, et ça s'applique particulièrement à la question des pollutions diffuses médicamenteuses.
parce que il me semble que selon la nature même des habitants que vous pouvez avoir, des seniors ou des populations avec des maladies chroniques, on sait qu'il y a 5% de diabétiques en France à peu près, hein, c'est énorme et ça augmente d'année en année. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Lachassagne, vous qui êtes chercheur, quels sont les ABAC qui sont utilisés sur ces sujets? Y a-t-il une systématisation en fonction de molécules dont on sait qu'elles ont une toxicité, une résistance au traitement? Quelle est la méthodologie scientifique utilisée aujourd'hui pour anticiper sur ces nouvelles molécules qui circulent dans les eaux? Je pense. Oui. Alors, en préalable, je dirais, bon, vous l'avez dit, il n'y a pas de réglementation pour l'instant sur le sujet, hein. Voilà, donc on n'a pas de cadre réglementaire. Par contre, le type de molécule qui va être ciblé et les méthodes qui vont être mises en œuvre sont un petit peu en fonction des objectifs et en fonction du screening qu'on veut faire. On sait qu'il y a certaines molécules, par exemple, des molécules traitées contre les problèmes, le nom ne me revient pas, mais la carbamazépine, qui traite les problèmes, bon, une certaine maladie qui est très répandue dans la population humaine, son nom me reviendra plus tard, et qui donc, je vais mettre des guillemets, a l'avantage d'être très utilisée dans la population, donc présente en grande quantité dans les eaux usées, puisqu'on en rejette une partie. Et deuxièmement, une molécule très résistante dans l'environnement, qui résiste très très bien dans les stations d'épuration et ultérieurement. Et donc, on va pouvoir utiliser ce type de molécule comme un traceur des pollutions liées aux eaux usées. C'est-à-dire que si vous en trouvez au nanogramme par litre dans une eau souterraine, par exemple, vous avez quasiment la garantie que cette eau souterraine, elle est réalimentée partiellement, ça peut être en très petite quantité, mais elle est impactée par des eaux usées. Donc là, vous voyez, on peut utiliser ces médicaments comme des traceurs. Et on a d'autres méthodes qui sont des méthodes à spectre large. C'est-à-dire qu'on va pouvoir caractériser et avoir une idée de la présence ou non de contaminants émergents, de familles de contaminants émergents, sans forcément descendre au niveau de chaque élément ou de chaque métabolite. Et puis après, il y a des recherches ciblées. Mais c'est vrai qu'il faut jongler entre ces différentes approches en fonction des objectifs que l'on se donne. Est-ce que l'on a envie d'avoir une contamination globale? Est-ce qu'on a envie de trouver ce que l'on cherche, comme ça a été dit au début de la présentation? Est-ce qu'on a envie d'utiliser des contaminants qu'on est quasiment sûr de trouver pour s'assurer qu'il y a une contamination par les eaux usées? Voilà, donc c'est très vaste comme sujet et ça dépend vraiment des objectifs que l'on a au départ. Monsieur Bortoli, cette question des pollutions diffuses médicamenteuses, comment vous l'intégrez dans vos schémas d'adaptation pour l'avenir? Alors oui, c'était pas réellement l'objet de notre développement, donc on est confronté au même problème que nos réads là-dessus. Donc cette problématique d'évolution diffuse, on l'a de manière importante parce qu'on a des bassins versants importants. On dépend à 90% d'eau superficielle, ce que je vous disais. Pour vous donner une idée encore plus marquante, les bassins versants, donc la Vendée, on a à peu près 13 barrages. Les bassins versants de ces barrages, donc l'aire d'alimentation de chaque barrage, hein, c'est 25% de la surface de la Vendée, c'est-à-dire c'est 1800 km² sur les 6000 km² de la Vendée. Donc, de fait, on ne peut pas traiter ces aires d'alimentation qui couvrent un territoire aussi important de manière aussi sélective que ce qu'on peut faire à l'échelle d'une aire d'alimentation de captage où on peut avoir un dialogue direct avec quasiment chaque exploitant. C'est à peu près 20 000 propriétaires particuliers et puis 15 000 exploitations. Donc c'est très, 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 très important. Et donc on est sur la base du volontariat avec des programmes ambitieux de changement de pratique, d'accompagnement, mais dont les résultats, malgré tout, sont à notre sens trop loin. On est allé très vite avec les collectivités, par exemple. 10 ans de travail avec les collectivités, on a abattu de 90% les usages de pesticides avant les lois et les réglementations qui sont sorties il y a 2 ans, qui rendaient obligatoire le non-usage du pesticide, même si ça reste compliqué, on l'a dit, dans les cimetières, etc. Par contre, en agriculture traditionnelle, quand on n'a pas un changement de pratique un petit peu radical, eh ben on diminue les pics, on améliore
les flux. On a des outils de plus en plus sophistiqués sur lesquels on aide les agriculteurs à les acquérir pour mesurer exactement, peser, mesurer des guides GPS à la parcelle pour mettre le gramme de pesticides là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Mais malgré tout, pour le moment, il n'y a pas de diminution systématique, il n'y a pas de diminution sensible des flux observés. C'est-à-dire que il y a des molécules qui disparaissent parce qu'on adresse particulièrement, mais elles sont remplacées par d'autres. Oui. Quelqu'un voulait intervenir? Ce n'est peut-être pas le cas de la Vendée, qui a plutôt des eaux à circulation relativement rapide, mais ce que l'on oublie souvent de prendre en considération, c'est l'inertie des systèmes souterrains, qui fait qu'on demande aux différents acteurs des territoires de faire des efforts, sans forcément avoir bien pris conscience que ce n'est pas faire des efforts pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais que dans la plupart des systèmes des bassins versants, c'est sûrement faire des efforts pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, de manière à renouveler l'ensemble du stock d'eau présent dans le sous-sol. Et ça peut conduire, faute d'études sérieuses au départ qui montrent l'inertie du système, à décourager les acteurs qui font des efforts, parce qu'ils font ces efforts pendant 5 ans et il n'y a toujours pas de résultat, alors que les efforts ont été faits. Alors que s'il y avait eu une caractérisation du système, on aurait pu montrer que ces efforts doivent être faits pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, selon le système hydrogéologique, pour qu'ils commencent à porter leurs fruits. Donc ça, c'est un point important qui peut conduire à des découragements des acteurs. C'est vrai, mais inversement, on ne voit pas beaucoup de paramètres en termes de changement de pratique globale et d'occupation des sols agricoles et de la SAU qui aillent dans le bon sens, si vous voulez. C'est-à-dire l'élevage est en grande difficulté, les prairies sont en grande difficulté. Partout où ces prairies disparaissent, elles sont remplacées par des agricultures. Alors même si on arrive à plus de rotation, plus de diversité, maintenir des couverts végétales systématiques en hiver, ne jamais laisser les sols nus, etc., relancer des programmes de haies, de boisement, de rétention, les sous-jacents de mutation de la SAU ne vont pas dans le bon sens, ne vont pas assez rapidement, en tout cas vont à contre-courant par rapport au passage en bio, par exemple, etc. Même si ça aussi, ça progresse vite. Rebondir sur ce que disait Monsieur Lachassagne, c'est effectivement l'un des freins pour la mise en œuvre des ORC, c'est bien le temps long des effets. Donc nous, on a un recul là d'une quinzaine d'années, on voit des résultats sur les nitrates, par exemple, mais voilà. Mais par contre, il y a d'autres molécules là qui ont été interdites il y a plus de 20 ans, je pense à l'atrazine, et qu'on continue de retrouver dans les nappes. Donc, il est vrai que c'est parfois décourageant, mais bon, voilà, au moins, il y a quand même dans l'accompagnement, je dirais, au quotidien, c'est justement de ne pas baisser les bras. Et après, il y a un autre effet, c'est le changement, ce qu'on appelle dans notre jargon de thermomètre, c'est-à-dire que les normes évoluent. Et donc, à un moment donné, quand vous étiez en bonne voie, vous étiez plutôt bon dans le vert, et vous repassez à l'orange, voire au rouge, puisque le thermomètre des mesures a changé. Il y avait aussi une autre intervention qui demandait sur les micropolluants ou les paramètres qui sont mesurés. En fait, ça, c'est la directive cadre sur l'eau potable, destinée à la consommation humaine, qui fixe les paramètres à mesurer, et elle a été révisée. Et donc là, elle est en cours aussi. Elle sera transposée, bien entendu. Et donc, elle vise à inclure de nouveaux paramètres, et aussi à ces nouveaux paramètres, ne pas modifier le seuil total. Donc, il y aura quand même des efforts supplémentaires aussi pour les opérateurs d'eau, les producteurs d'eau,
sur les analyses à mener sur l'eau dans les années qui vont arriver. Sonia, selon vous, de manière assez concise si possible, quels sont pour vous les grands défis que les questions de santé vont être portées par l'eau dans les années qui viennent? Et puis, quelles seraient pour vous la mesure ou les deux mesures qui sembleraient absolument indispensables pour préserver la qualité sanitaire de l'eau? Vaste question, mais je vais essayer d'être bref. Alors, je pense qu'un des éléments clés qui est devant nous, c'est le problème de l'évaluation de l'écotoxicologie. C'est-à-dire que au-delà de mesurer des paramètres, des molécules dans l'environnement, c'est s'intéresser à l'effet de ces molécules sur la santé humaine en premier lieu, mais aussi, ne les oublions pas, sur les écosystèmes. Et donc, on a un gros champ de recherche qui est encore loin d'être complètement adressé, qui vise à cette évaluation de ce que l'on appelle un peu trivialement l'effet cocktail, hein, sur la santé humaine et sur les écosystèmes, et le cas échéant, les rétroactions de ces écosystèmes sur la santé humaine elle-même. On a évoqué brièvement tout à l'heure les problèmes d'antibiorésistance qui peuvent en faire partie. Donc, je pense que ça, c'est sur le plan scientifique un des enjeux clés, parce que je dirais, je vais peut-être être un peu provocateur, mais on parle beaucoup du changement climatique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas nier, qui va avoir des impacts sur les quantités d'eau disponibles, par rétroaction sur les qualités d'eau disponibles, mais que ce soit en France ou à l'échelle mondiale, c'est quand même en premier lieu l'impact direct des activités anthropiques, et on l'a bien vu ce soir, hein, à travers les prélèvements d'eau, si on parle des aspects quantité, à travers les rejets de différentes natures, qui a un impact prioritaire et primordial sur les ressources en eau. Merci. Madame Mametz, en quelques minutes, donc, quels sont pour vous les grands défis que NOREAD a visés sur les questions sanitaires de l'eau, la qualité sanitaire de l'eau, et puis les mesures phares que vous pensez qu'il faudra prendre dans les années qui viennent, chez vous ou ailleurs? Donc, pour nous, le grand défi, eh bien, c'est les grands défis que nous avons aussi fixés dans les assises de l'eau, hein. C'est économiser, partager et protéger. La première des choses, c'est vraiment sur la quantité, réduire les consommations d'eau, c'est primordial. Et ça, c'est la première des priorités pour nous à aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà aussi des aires d'alimentation de captage, c'est vraiment un changement des pratiques sur les rejets dans le milieu. Et donc de sensibiliser pas seulement les personnes qui sont concernées par les aires d'alimentation de captage, mais l'ensemble des consommateurs. Voilà, c'est à peu près pour moi les enjeux, pour NOREAD, les enjeux. Monsieur le maire, je vais poser la question un petit peu différemment pour vous, c'est-à-dire comment aller plus loin à Saint-Pourçain-sur-Sioule, comment vous allez plus loin ou pas? Alors vous êtes certes exemplaire en France sur la partie assainissement, sur les produits diffus et pollutions médicamenteuses, mais quelle est l'étape suivante pour vous? L'étape suivante, elle est très simple, c'est de continuer à rénover les réseaux. On avait déjà entrepris, avant la transformation et la rénovation à station d'épuration, un grand plan de rénovation des réseaux, mais il en reste encore beaucoup. Ça ne sert à rien d'avoir une station d'épuration au top et qui traite bien si les réseaux qui emmènent l'eau ne sont pas efficaces et ne récupèrent pas toutes les parties qui sont polluées. Donc, sur la commune, la principale préoccupation aujourd'hui, elle est de deux ordres. Elle est d'abord de rénover les réseaux et de faire en sorte que toutes les eaux usées arrivent bien à la station d'épuration. Et puis, la deuxième, c'est sur l'assainissement individuel, qui est une source de pollution aussi assez importante. On a un SPANC depuis 2005, comme la plupart des collectivités, mais on doit faire des efforts parce qu'on a beaucoup d'installations qui ne sont pas aux normes, qui ne présentent pas forcément des désagréments, mais qui ne sont pas aux normes et sur lesquelles il faudra plus de 20 ans au gré des permis de construire, des déclarations de travaux, etc., pour mettre tout ça et faire en sorte que la commune et la communauté de communes autour soient complètement vertueuses du point de vue environnemental par rapport à l'activité humaine. Très clair. Monsieur Bortoli, je vais vous poser la question directement en connexion avec la question de la réutilisation, du reuse.
Quand on entend tout cela, hein, quelles que soient les sources de pollution diffuse dans l'eau et les risques, et puis les inconnus quand même, hein, et les variantes qu'ils peuvent avoir dans le temps en fonction de ce qui va être versé dans l'eau de manière plus ou moins aléatoire, on peut comprendre parfois les réticences qu'il y a sur le reuse, hein. On ne peut pas les gommer d'un revers de la main. Je crois que les agences régionales de santé, les ARS, sont assez réticentes. On a dans l'équipe un ancien directeur général d'ARS qui nous dit oui, c'est vrai qu'il était assez réticent. Pour autant, ils comprennent bien qu'il y a une ressource qu'il va falloir gérer un petit peu différemment, donc faire progresser le débat. Alors, comment vous voyez les choses sur la question du reuse au travers de ces inconnus quand même? Si vous me donnez une minute, effectivement, c'est la question clé, hein, celle de l'acceptabilité sociale. Et c'est pour ça qu'on veut faire de ce projet de reuse un projet emblématique national, parce que c'est un de nos projets. Et c'est vrai que ça pose tous les enjeux: réglementation des enjeux, préservation du milieu, maîtrise de la technologie et acceptabilité sociale. Alors, ce qu'on a fait de manière récurrente au cours des 3 dernières années de préparation de ce projet, c'est de parler à la presse et de partager le plus, de créer des centres de concertation, et pour voir un petit peu comment c'était accepté. Et vous voyez, là, je m'amuse simplement à mettre quelques éléments. Bientôt des eaux usées retraitées au robinet. Dans tout les eaux usées iront au jaunet, alors qu'on a des pêcheurs, etc. Faire du rejet une ressource, le futur or noir, le journal des sables, les échos en août dernier. Et ça nous a permis encore, en plus des petites analyses sociologiques, enfin des enquêtes qu'on est en train de mener, et de la gouvernance, d'enclencher ce pas vers la concertation. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'acceptabilité sociale, et comme d'habitude sur ce type de grand projet, elle est très favorable au sens large. Les gens ont envie d'économie circulaire, de recyclage indirect, de plus de. Mais dès qu'on est on est un peu le phénomène not in my backyard, c'est-à-dire que dès que le projet devient très local, que la canalisation va passer, que le rejet va être localisé, on commence à se heurter à des questions plus délicates et à des résistices plus importantes. J'avais remis cette diapo parce qu'on en a beaucoup parlé pendant cette réunion des substances de l'iceberg qui cachent la forêt, entre les substances qui sont réglementées et puis toutes celles qui sont non réglementées ou qui sont recensées par la réglementation, et toutes les substances qui sont enregistrées dans le monde, pour dire que. Alors nous, on essaye d'être très transparent, comme disait tout à l'heure Patrick Lachassagne. On a déjà investi plus d'1 million d'euros dans des mesures, dans simplement toute la partie analyse avant de construction du démonstrateur, avant vraiment le rejet, pour disposer d'un état initial complet, et avec des mesures ciblées et non ciblées, de la microbio, de l'eutrophisation, des échantillonneurs, de la bioindicateur, des bioessais, alors que ce sont des choses. Parce qu'il faut bien que nous, on réfléchisse ce projet en se disant, dans 5 ans, au terme de cette expérimentation, la réglementation va continuer à évoluer, et comment est-ce qu'on aura fait le tour de tous de toutes les molécules et de toutes les émergents qu'on recherchera à ce moment-là. Donc on va dans des programmes de mesure qu'on essaye de rendre transparents, qui sont très très ambitieux, très coûteux, mais qui ont vocation à servir cet open démonstrateur. Notre ambition là, c'est d'avoir vraiment une plateforme R&D, que à travers des appels à projets, on puisse y greffer de la participation d'un maximum de chercheurs et de gens intéressés par le développement de la REUT en France, et que ce projet soit susceptible de faire bouger les lignes et de mettre un petit peu les pieds dans le plat, pour se dire qu'est-ce qu'on a vraiment dans notre eau et avec quoi on choisit de fabriquer notre eau potable. Si je peux juste intervenir là-dessus. Allez-y, madame, allez-y. Voilà. En fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres tables rondes. Il se trouve qu'on est voisin de la Belgique, et on a un opérateur belge, un opérateur public belge, IWVA, qui depuis plus de 20 ans utilise la reuse, c'est-à-dire qu'il réinjecte 80% des eaux usées, enfin traitées, dans leur réseau d'eau potable. Et ils ont un centre d'interprétation de la nature. Et ce centre d'interprétation de la nature leur a permis en fait d'expliquer à la population le grand cycle de l'eau,
et d'être en toute transparence sur le circuit de l'eau, le cycle de l'eau. Et donc, il y a une acceptabilité sociale donc à plus de 90% de population satisfaite de boire de l'eau usée, traitée. Alors, leur principe, eux, c'est de l'osmose, un traitement par osmose inversée et une réinjection dans le massif du nerf et réinjection après dans le réseau d'eau potable, sur lequel, en fait, toutes ces installations-là, elles sont ouvertes, donc, dans la mesure du possible au public. Et il y a, par exemple, des chercheurs néo-zélandais qui sont venus et qui ne croyaient pas trop aux démonstrations de leur hôte. Et ils ont fait un micro-trottoir sur le territoire de distribution de l'eau, et ils ont été très surpris effectivement que les habitants connaissaient bien leur cycle de l'eau et savaient pertinemment que leur eau potable était de l'eau réutilisée. Donc, et ça fait depuis les années 90. Merci Madame Mamets. Il y a une question. Lorsque j'ai eu M. Ferrand au téléphone dans le cadre d'un dossier que nous conduisons avec la Vichy Communauté d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà de la performance sur le traitement des eaux usées, c'était aussi l'implication des professionnels de la santé, puisque vous avez travaillé avec eux pour voir quelles molécules étaient prescrites. Et vous savez qu'on a fait une table ronde début novembre où on a fait venir le président d'une union de médecins d'Occitanie, en l'occurrence, Dr Bensoussan. Et ils sont de plus en plus intéressés à cette question. Ils se rendent compte, au niveau de cette union notamment, qu'ils n'ont pas assez intégré la problématique de la qualité sanitaire de l'eau et qu'ils ont besoin d'y comprendre un peu mieux, de comprendre un peu plus de choses. Voilà. Et je crois que ça fait partie, me semble-t-il, des axes, on n'a pas le temps de le développer. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait développer, mais je crois il serait très bénéfique d'inclure les professionnels de la santé. Alors évidemment les médecins, mais les généralistes et certains spécialistes, mais également les infirmières et les pharmaciens, comme l'a fait M. Ferrand. Un sujet que je voulais évoquer, c'est que là, on parle beaucoup des questions des polluants diffus dans l'eau et autres, mais parfois, l'eau peut être, en matière de santé, un excellent indicateur. Notamment, vous savez, dans le cadre de la Covid-19, on s'est aperçu qu'on pouvait détecter des infections et des zones de pandémie plus importantes en analysant les eaux usées et qui permettent, avant même que les symptômes se dégagent, de détecter qu'il y a une prévalence plus importante de la maladie. Monsieur Lachassagne voulait intervenir. Je vous laisse la parole, Monsieur Lachassagne, sur ce sujet qui est intéressant parce que c'est une vision aussi constructive de la question de l'eau et de la santé, de l'apport de l'eau au pilotage du système de santé. Et puis ensuite, peut-être, Jean, je te donnerai la parole, Jean Launay, voilà, qui par courtoisie n'est pas trop intervenu parce qu'on a eu beaucoup de choses passionnantes évoquées, mais je donnerai quand même la parole à Jean Launay avant de clore complètement cette table ronde dans 2 minutes, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, je vais être très bref, mais c'est juste pour corroborer votre. Nous faisons partie effectivement du réseau national Aubépine qui a été mis en place pour accompagner, pour d'une part accompagner l'État, les agences régionales de santé dans la gestion de l'épidémie. Et effectivement, on voit que les eaux usées ont entre 1 semaine et 2 semaines, voire un petit peu plus des fois, d'avance sur l'épidémie. Et ça peut être crucial. On l'a malheureusement vu dans les dernières semaines pour anticiper les deuxièmes vagues. Voilà. Et bien entendu, il y a un fort aspect recherche parce que bon, ça, c'est un indicateur un peu qualitatif. Et puis, on travaille aux différentes échelles pour le relier vraiment au nombre de populations infectées, etc. Mais là, on en est encore sur l'aspect quantitatif à des volets recherche, pas encore à des résultats pleinement opérationnels. Oui, si je peux juste ajouter, la station d'épuration de Saint-Pourçain, justement, a été choisie dans le département de l'Allier pour accueillir toutes les boues de stations d'épuration des communes limitrophes qui ne pouvaient plus aller sur l'épandage pour contrecarrer, on va dire, l'aspect Covid-19 aussi sur l'aspect boues de stations d'épuration, eau potable et eau usée. Oui. Par contre, si je peux rajouter un élément, c'est qu'on peut quand même être assez rassurant dans le sens où le Covid est présent dans les eaux usées, c'est un excellent indicateur. Par contre, toutes les études à date montrent que dès même bien en amont de la station d'épuration, il perd son infectiosité. Donc ça, c'est important de le dire pour pas non plus affronter les gens en fait. Oui, sur les bouts. Jean, je te donne la parole pour un petit mot de clôture et de remerciement de tous nos intervenants de très grande qualité. Et moi, je vous remercie personnellement fortement pour le travail de votre préparation aussi et votre mobilisation. Surtout quand ces périodes, tout le monde est très pris et un peu fatigué. Voilà, mais merci beaucoup encore une fois. Jean.
Merci Franck. Je voulais, pour terminer, rebondir sur la question qui a été posée par M. Anastasie sur est-ce que la reuse va permettre de résoudre le problème de l'accès à l'eau des 2,5 milliards d'humains qui ont des difficultés d'accès à l'eau et au sanitaire? Évidemment non. Je pense que là, on est sur un sujet de solidarité internationale. Et effectivement, ce chiffre de 2,5 milliards d'humains sans accès à l'eau et sans sanitaire, il est partagé par les analyses du partenariat français pour l'eau que je préside par ailleurs. Et donc là, c'est un enjeu qui mêle les États et la solidarité internationale. Sur ce webinaire d'aujourd'hui consacré à la mobilisation des acteurs sur le territoire, moi, je voudrais terminer, puisque Franck, tu me le demandes, sur la question de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. On a eu la chance, dans le premier webinaire, d'avoir le SDEA, le syndicat des eaux d'Alsace, et ici, aujourd'hui, Noréade, un gros syndicat sur le Nord et sur le Pas-de-Calais, et puis Vendéo, un département. Je voulais rappeler qu'on a quand même encore un émiettement de la maîtrise d'ouvrage en France, avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de petites régies. Je ne rentre pas dans le débat régie ou délégation, ce n'est pas mon sujet. Mais cet émiettement avait déjà été pointé dans la seule table ronde qui avait été consacrée à l'eau lors des conférences environnementales passées. C'était le cas, Daniel Mamès l'a rappelé, en 2013. Et on n'a pas, même si on a un peu avancé, il y a eu des regroupements de structures. Ça ne se fait pas à marche forcée et tant mieux, mais je pense quand même qu'il faut que les maîtres d'ouvrage s'organisent, se parlent. On ne pourra pas gérer comme il faut la question de l'économie de l'eau, la question du partage de l'eau, la question de la protection de la ressource, si on ne voit pas ça à une échelle au moins départementale. Je ne dis pas que ce soit le département en tant que collectivité qui doit le gérer, mais cette maille-là, elle me semble importante pour prendre en compte tous les enjeux. Je pense aussi que pour prendre tous ces sujets de partage d'économie d'eau et de protection de la ressource, pour le prendre à bras-le-corps, il faut des élus sur les territoires qui en soient pleinement conscients. Ce n'est pas forcément le cas partout encore, puisque quand on regarde la carte de France des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, il y a une grande partie est de la France qui n'est pas couverte en SAGE. Et là, eh bien, pas possible de partager des politiques sur les territoires si on ne prend pas le sujet de l'eau à bras-le-corps. Les assises de l'eau ont bien tenté dans ce processus de relancer la dynamique du dialogue qui a été évoqué par Daniel Mamès, de gagnant-gagnant. Je crois qu'il faut comprendre la contrainte réglementaire quand elle se veut protectrice, mais il faut aussi comprendre la contrainte des utilisateurs et de les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques. Je pense que c'est des choses qui ont été bien détaillées dans les relations avec le monde agricole. Nous y travaillons aussi là dans le domaine des relations avec le monde de la santé. Je partage, pour terminer, l'analyse de M. Lachassagne sur l'importance des sols, la gestion des sols et de leur impact de l'impact des activités anthropiques sur les nappes, dès lors qu'elles se constituent par les sols. Ma marotte, c'est le changement climatique, vous l'avez bien compris, j'en ai parlé au début de l'intervention, mais ça rajoute, je pense que le réchauffement climatique rajoute aux tensions sur la ressource et aux difficultés des différentes approches qu'on peut avoir sur les territoires. Je crois, moi, au partage d'expériences, je crois aux besoins de recherche-développement et bien sûr, l'aspect particulier de la REUT, il est important. Dans la REUT, il y a deux traitements. Il y a le traitement de sortie de station et si on veut en faire de l'eau potable, il y a un autre traitement. Donc, il y a toute une échelle, une gradation des usages de la REUT. Il y a certainement des verrous à faire sauter selon les différents usages, peut-être par étapes. La France, dans le cadre des assises de l'eau, s'est engagée à multiplier par 3 son recours à la REUT. Je pense que c'est dans ce cadre-là que le projet Jourdain, porté par Vendéo, prend corps. Mais je vous le disais en introduction, les évolutions réglementaires sont très canalisées et en France et en Europe. À nous de
de les booster, de poser le sujet et de les pousser avec des bons exemples. Les exemples, ils viennent toujours plus vite des territoires que de la loi. J'ai été législateur pendant 19 ans, je suis bien placé pour le dire. Merci beaucoup, Jean Launay, de nous avoir fait l'honneur de ta participation active et puis de nous avoir permis de rencontrer certains des participants qui étaient de grande qualité. Merci, Madame Mamet, merci, Monsieur Bortoli, Monsieur le maire, Emmanuel Ferrand, merci beaucoup, et Patrick Lachassane, merci beaucoup encore une fois. À très bientôt. Alors, désolé, il y a quelques questions dans la salle, des mains levées, mais il est vraiment d'usage là de respecter, on a dépassé un petit peu. Merci encore, à très bientôt, et la prochaine fois, nous parlerons d'eau et d'agriculture et d'eau et d'énergie. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, Madame Mamet. Au revoir.